Oui, cet après-midi, sans en faire tout un fromage, même s'il a laissé son nom à l'un des plus crémeux, je vous raconte un épicurien harponné contre son gré par les dures réalités de la Révolution française, un haut magistrat qui maniait l'art de la table, ou la véritable histoire de Jean-Anthelme Brillat-Savarin, le fin gastronome. Quelle place Brillat-Savarin occupe-t-il dans l'histoire de la gastronomie ? Qu'écrit-il dans Physiologie du goût ? Quelle était la mode culinaire il y a 200 ans ? Europe 1, 15h, 16h, historiquement vôtre. le récit, Stéphane Bern. Nous sommes en octobre 1793, en pleine terreur, aux heures les plus sombres de la Révolution française. Le maire de Belley quitte sa ville en toute discrétion, cette petite commune de l'Ain qu'il a vu naître au bord du Rhône. Il sait que ses jours sont comptés. À 38 ans, Jean-Anthelme Brillat-Savarin, c'est son nom, est proche des Girondins. Issu de la bourgeoisie de province, les élus sans culottes de sa région veulent sa tête. Le fugitif chevauche donc seul vers le nord pour tenter de plaider sa cause auprès du député Prost, un farouche robespierriste séjournant à ce moment-là à Dole, au nord du Jura, à 40 lieues de là. Tout en galopant sur cette route incertaine, le cavalier est inquiet. Il a peur pour lui, peur pour sa vie. Il a beau avoir représenté le tiers-État à Versailles pendant l'été 1789, avoir appartenu à la députation de la première Assemblée nationale constituante de l'histoire du pays. Il a beau être aussi un magistrat intègre et un maire apprécié de sa commune, réputé pour sa douceur et son amabilité. Cela ne le protège en rien. Mais Jean-Anthelme Brillat-Savarin n'entend pas se laisser abattre. Le 12 octobre, après de longues heures de route, il fait étape dans une petite auberge de campagne. En poussant la porte, son nez de fin gourmet reconnaît aussitôt une odeur de truffe. Sa montre indique midi, et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'ombre de la guillotine planant au-dessus de sa tête ne lui a pas coupé l'appétit. Il s'approche de l'âtre, de la cheminée, et regarde sur les broches tourner l'écaille juteuse, les levreaux rôtis dont le fumet, écrit-il, embaumerait une église. Et il ajoute « Bon, dis-je en moi-même, ranimé par cette vue, la Providence ne m'abandonne pas tout à fait. Cueillons encore cette fleur en passant, il sera toujours temps de mourir. » Sans aucun mal, le voyageur s'invite à la table des habitués qui ont commandé tous ces plats. Le repas s'allonge d'heure en heure et Brillat-Savarin en oublierait presque la raison de son voyage. Autour d'un bon café et de quelques liqueurs, alors même que sa vie ne tient qu'à un fil, il choisit de prolonger cette parenthèse heureuse et pour remercier ses hôtes, va jusqu'à pousser la chansonnette avant de se rappeler qu'une affaire sérieuse l'attend et qu'il doit repartir, non sans regret. Le maire de Belley enfourche sa jument, baptisée La Joie, un nom qui, là encore, laisse deviner la personnalité de son cavalier, et s'empresse de reprendre la route, le ventre plein et le cœur à nouveau léger. Peut-être pour la dernière fois. Belley, qu'il a dû quitter à la hâte, c'était là que tout a commencé pour Jean-Anthelme. Le 2 avril de l'année 1755, un enfant en pleine santé voit le jour dans cette ville du Bugey, une région à cheval entre la Suisse d'un côté et Lyon, la cité des gastronomes de l'autre. C'est le début du printemps. Dans la rivière qui dévale la montagne, les truites bondissent, les écrevisses s'aventurent hors de leurs rochers. À la lisière des bois, les morilles abondent, les cailles chantent la fin de l'hiver, les premiers pissenlits couvrent les prés et finiront bientôt dans l'assiette des amateurs de salade au lardon. Car l'enfant qui vient au monde aujourd'hui semble né sous les auspices de Comos, le dieu grec de la joie et des festins. En 1774, à 19 ans, celui qui n'est encore qu'un épicurien anonyme quitte pour la première fois son pays natal pour Dijon, afin d'y suivre des études supérieures. Jean-Anthelme entend emprunter le chemin de son père et il étudie le droit, mais aussi les sciences, les langues et le violon. 4 ans plus tard, de retour à Belley, ce fils de notable installe son cabinet d'avocat dans la maison familiale, et ainsi passent les années d'une jeunesse dorée de province. Brillat-Savarin aime à profiter de ses nombreux amis et de préférence autour d'une table. Le mot gastronomie n'est pas encore né, mais depuis la révolution culinaire enclenchée un siècle plus tôt par Louis XIV, la cuisine raffinée des princes, vitrine à la fois de la cour et de la France, commence tout juste à se développer dans les maisons bourgeoises. Âgé de 27 ans, le jeune avocat est invité avec ses amis musiciens dans un monastère bernardin, perché dans la montagne,
où les religieux, grâce à leur rente foncière, mènent grande vie à l'écart du monde. Le 20 août, jour de la Saint-Bernard, à 1h du matin, la joyeuse troupe se met en route, portant lanternes et instruments de musique, puis se lance dans l'ascension de la montagne. À l'aube, ils aperçoivent enfin le monastère où ils sont reçus par le père Célérier. Dans le réfectoire, Brillat-Savarin s'émerveille de tout ce que les moines ont préparé pour eux. Au milieu d'une table spacieuse s'élevait un pâté grand comme une église. Il était flanqué au nord par un quartier de veau froid, au sud par un jambon énorme, à l'est par une pelote de beurre monumentale et à l'ouest par un boisseau d'artichaut à la poivrade. En un coin du réfectoire, on voyait une pile de plus de 100 bouteilles continuellement arrosées par une fontaine naturelle qui s'échappait en murmurant « Gloire à Bacchus ». Les repas s'enchaînent. À midi, les invités se retrouvent devant une abondance de rôtis, de fruits qui ne poussent pas à une telle hauteur et que l'on a fait venir de la vallée. Après les vêpres en musique et une promenade digestive, il est déjà temps de se remettre à table pour le souper, cette fois-ci soigné et délicat, comme à une cour de prince. Brillat-Savarin et tous ces moines bons vivants ignorent alors qu'en cette belle soirée d'été, ils sont en train de vivre les tout derniers moments d'un monde voué à disparaître. Car en bas, dans le peuple, la misère s'installe et d'ici 7 ans, un vent de révolte soufflera sur le pays, balayant tout sur son passage, à commencer par ce genre de divertissement. En avril 1789, 3 mois avant les événements de juillet et la prise de la Bastille, l'avocat de 34 ans désormais vient d'être élu député du tiers-état de sa ville en vue de la réunion des États généraux convoqués par le roi afin de résoudre la grave crise financière que connaît le royaume. Brillat-Savarin prend la route de Paris avec dans ses bagages le cahier de doléances des habitants de Belley. Après 6 jours de voyage en diligence publique, il arrive enfin à Versailles le 20 avril, une quinzaine de jours avant l'ouverture des travaux de l'Assemblée. Un portrait de lui est réalisé à cette époque, comme c'est le cas pour tous les représentants de la nation invités à siéger à Versailles. Très grand et bien bâti, son début d'embonpoint et son double menton trahissent déjà son penchant pour la bonne chair. La gravité du moment l'empêche de sourire, mais le regard est vif et les yeux pétillent. Pour une raison ou pour une autre, 1 mois plus tard, Brillat-Savarin est absent lors du serment du jeu de paume et la création d'une assemblée constituante à laquelle il est aussitôt rattaché. Peut-être s'est-il attardé à une table, non loin de là. Nous ne le saurons jamais. À partir de l'automne, l'Assemblée déménage à Paris, dans la salle du manège du Jardin des Tuileries. Entre 2 séances, l'avocat rejoint ses collègues députés du tiers-état dans les cafés du Palais Royal, s'aventure dans Paris où l'on dîne, paraît-il, de mieux en mieux depuis une vingtaine d'années. 2 ans plus tard, le 3 septembre 1791, l'Assemblée, autrefois réunie au jeu de paume, a tenu son serment en dotant la France d'une constitution. Les députés se séparent et à la fin du mois, Brillat-Savarin fait ses adieux à la capitale. L'ancien député rentre à Belley où il espère reprendre le cours de sa vie antérieure. Mais dès son retour, il est appelé à devenir magistrat et maire de sa ville. Ailleurs en France, l'ébullition révolutionnaire ne retombe pas, bien au contraire, et Jean-Anthelme Brillat-Savarin, comme tant d'autres Français, est bientôt emporté dans le grand tourbillon de l'histoire. En pleine terreur, le maire de Belley est suspecté, comme beaucoup en 1793, d'être un contre-révolutionnaire. En octobre, Brillat-Savarin se voit forcé de fuir comme un voleur pour éviter l'arrestation. Après ce déjeuner consolateur au parfum de truffe dans cette auberge du Jura où nous sommes entrés tout à l'heure, il arrive à Dole pour rencontrer le citoyen Prost et tenter de sauver sa tête. Mais à son arrivée, le député robespierriste qui vient de lire le rapport des sans-culottes de Belley jette à Brillat-Savarin un regard sinistre. Le maire en disgrâce pâlit. Il se voit déjà sous les verrous, mais il ne flanche pas, conserve son sourire et devant cet accueil glacial, redouble de chaleur. Décontenancé, ne sachant pas trop la décision à prendre, Prost convie le Brillat-Savarin à dîner sans se douter alors qu'il est en train d'inviter un condamné à mort potentiel sur son meilleur terrain. Le suspect se transforme en excellent convive. Madame Prost, musicienne elle aussi, reconnaît en lui un homme de goût. Le repas se termine en chanson dans la bonne humeur générale. Au moment des adieux, Madame Prost se penche vers Brillat-Savarin et lui glisse à l'oreille. « Citoyen, je sais que vous demandez quelque chose à mon mari. Vous l'aurez.
C'est moi qui vous le promets. » Dès le lendemain matin, le 28 octobre 1793, le maire de Belley est blanchi, mais le document qu'il ramène avec lui ne calme pas les ardeurs des sans-culottes de sa ville. Comprenant qu'il reste sur la sellette en cette époque où, d'après une expression courante, les têtes tombaient comme des ardoises, il décide de tout quitter non sans regret et il laisse derrière lui le Bugey, son pays de cocagne, pour une vie d'exil. Le 2 décembre 1793, en cette fin de Frimaire en deux, il s'enfuit alors pour la Suisse. Aussitôt, tous ses biens sont confisqués, ses meubles vendus, son domicile mis sous scellé, mais au moins est-il en vie, et c'est là le principal. À Lausanne, il retrouve nombre d'émigrés français, dont certaines vieilles connaissances. L'hiver, puis le printemps 1794 s'écoule à l'hôtel du Lion d'Argent, au bord du lac Léman, dans une sorte d'oisiveté imposée. Brillat-Savarin dépense son pécule en gibier de montagne, en poisson du lac à la chair délicate. Il accompagne évidemment d'un petit vin blanc limpide comme eau de roche, écrit-il. En juin de la même année, il fait ses adieux à ses compagnons d'infortune, gagne les Pays-Bas et, le 12 juillet 1794, embarque sur le voilier Friendship pour atteindre New York fin septembre, au cœur de l'été indien. N'ayant plus un sou en poche, Brillat-Savarin fait paraître dans un journal une annonce pour des cours de violon. Il fréquente la librairie française où se retrouvent d'autres émigrés qu'il rencontre à nouveau le soir dans les mêmes tavernes. Parmi eux se trouve un certain Talleyrand, buveur comme lui, amateur de bonne chère comme lui, et toujours accompagné d'une maîtresse pas comme lui. Brillat-Savarin semble lui plutôt que le lit avoir choisi la table depuis longtemps. Les saisons passent tandis qu'en France la terreur prend fin. Depuis 1795, le Directoire tente de pacifier le pays. Le 19 juin 1796, 2 ans après son arrivée, Brillat-Savarin décide de rentrer au pays. L'exil ne l'a pas fait maigrir, bien au contraire. Grâce au jambon et à la bière de Nouvelle-Angleterre, il gardera un excellent souvenir de cette émigration forcée. À 41 ans, Brillat-Savarin n'éprouve nulle rancune et aspire surtout à reprendre le cours de sa vie. Il récupère une partie de ses biens spoliés et aussi ses livres, sa vaisselle, mais pas sa maison de Belley. Qu'à cela ne tienne, il fera carrière en région parisienne. Et celle-ci sera fort rapide, à l'image des événements de ces années-là. En 1799, alors commissaire des tribunaux de Seine-et-Oise, Brillat-Savarin est présent au château de Saint-Cloud lorsque Napoléon Bonaparte réussit son coup d'État le 18 Brumaire. 5 mois plus tard, il est élu par le Sénat afin de siéger à vie au tribunal de cassation qui deviendra la Cour de cassation 4 ans après. Nous sommes alors dans les années 1800 et alors que l'Europe s'apprête à renouer avec le fracas des guerres et avec la grande histoire, Jean-Anthelme Brillat-Savarin mène une vie parisienne, oisive et discrète, qui, en dehors de ses heures de travail, lui laisse tout le temps de se consacrer à sa passion première, les plaisirs de la table. Pendant les 15 années d'ascension et de pouvoir de Napoléon, puis après sa chute, lors de la première décennie de la bien nommée Restauration, Brillat-Savarin n'a toujours qu'une seule idée en tête, son prochain repas et les amis avec lesquels il le partage. À l'ombre des grands hommes et des immenses événements traversés par sa génération, Brillat-Savarin aurait pu facilement, comme tant d'autres, tomber dans l'oubli, mais il n'en sera rien. La Révolution a changé bien des choses. Désormais, la cuisine des princes s'est massivement invitée dans la rue. Nous sommes au début de l'ère de la grande cuisine bourgeoise, et Brillat-Savarin en est le premier explorateur. Au fil de ses pérégrinations gastronomiques, il prend des notes et prépare en secret un ouvrage dont il n'a pas encore trouvé le titre, sorte de Bible des gastronomes destinée à le faire entrer dans la postérité au titre de chantre de la gourmandise. Des années 1800 jusqu'à sa mort, le haut magistrat réside sur la rive droite de la capitale, près du Palais Royal. Son appartement n'est pas très grand, ses penderies ne débordent pas de vêtements et l'on devine aisément à quoi sont dédiées ses dépenses. Il faut dire que les meilleures tables de Paris se trouvent dans son quartier. Le restaurant Baleine, réputé pour ce poisson, les frères Provençaux pour leur morue à l'ail, le veau qui tête pour les pieds de mouton. Brillat-Savarin y dîne le plus souvent possible, mais toujours accompagné, lui qui déteste boire ou manger seul. Quant à ses déjeuners, il les partage avec sa chienne Ida au café Lamblin sous les arcades du Palais Royal. Il la nourrit de délicieux petits pâtés achetés en chemin chez Madame Sulot.
Quand la chienne saute sur la friandise avec trop de précipitation, son maître fait mine de la sermonner. « Ida, ne serez-vous donc jamais, drôle que vous êtes, la différence entre gloutonnerie et gourmandise ?» Il reprend ensuite la direction de l'île de la Cité pour les audiences de l'après-midi. Ida prend place sous son fauteuil à la cour de cassation. Sa vie s'écoule ainsi, tranquille et confortable, la fin de carrière d'un haut magistrat resté vieux garçon. Bien sûr, pour dîner, lorsqu'il n'est pas invité en ville, dans quelques salons, Brillat-Savarin reçoit chez lui. Il se montre un hôte généreux. Comme il le dit lui-même, celui qui reçoit ses amis et ne donne aucun soin personnel au repas qu'il aurait préparé n'est pas digne d'avoir des amis. Il lui arrive de mettre la main à la pâte, mais c'est bien souvent son cuisinier, M. Laplanche, qui est au fourneau. Toutefois, Brillat-Savarin reste dans son dos. Il s'obstine à lui acheter des livres de cuisine, à lui donner des cours sur l'art de la friture ou bien à lui confier des listes de courses gargantuesques avant son départ pour les Halles. Brillat-Savarin, de son côté, se charge des plus menus achats dans les boutiques raffinées qui parsèment son quartier. Il se fournit en produits exotiques chez Madame Chevet, pois chiches espagnols, raisins secs de Malaga, macaroni et polenta d'Italie, ou encore riz venu d'Inde, ananas, curry, sauce de soja de Chine et patates douces qui lui rappellent son séjour en Amérique. Malgré ses dépenses excessives pour ces produits rares, Brillat-Savarin ne rechigne jamais devant une simple omelette. Comme il le dit, avec moins de luxe, on ne rencontre ni moins de charme, ni moins de gaieté, ni moins de plaisir. Lorsqu'il n'a personne avec qui dîner, il sonne chez le voisin, son étui à violon à la main. Il s'occupe lui-même de couper le rôti, amuse la galerie, puis, une fois les assiettes vidées, saisit son archet et fait danser ses hôtes autour de la table. En 1820, âgé de 65 ans, Brillat-Savarin commence alors la rédaction de cet ouvrage qu'il a en tête depuis longtemps. Après 3 années d'écriture, il trouve enfin son titre, « Physiologie du goût ». Il s'agit d'un condensé de ses souvenirs culinaires, de toutes les notes prises au fil des repas mémorables. Il y mêle pratique et théorie de l'art de la table à travers quantité d'anecdotes pleines d'humour et de fantaisie. Un hymne à la vie, à la chaude amitié et au partage. À la fin de l'année 1825, Brillat-Savarin publie son livre à compte d'auteur grâce à un libraire et éditeur de la place de la Bourse, Sautelet et compagnie, qui l'imprime à 1000 exemplaires. L'auteur n'a pas cherché à en faire de la publicité. Il a même refusé de signer son ouvrage, publié anonymement et mis en vente au prix dérisoire de 24 francs au début de l'année suivante. Le 21 janvier 1826, le haut magistrat vieillissant assiste à la commémoration de la mort de Louis XVI. La messe voulue par Charles X est longue, très longue. Sévèrement enrhumé, Brillat-Savarin a tenté par tous les moyens de se dérober à la cérémonie, mais il n'y a pas réussi. Sous les voûtes humides et glaciales de la basilique de Saint-Denis, il contracte une fluxion de poitrine et meurt 10 jours plus tard, le 1er février, à 71 ans. En 1828, 2 ans après sa mort, son éditeur Sautelet réimprime la Physiologie du goût, signée cette fois du nom de son auteur. 10 années passent, et en 1838, l'ouvrage est réédité par les éditions Charpentier, cette fois préfacé par Balzac, envoûté par ce texte si particulier. Sa parole est solennelle comme la messe d'un évêque, dans son style tout petit, tout est vermeil comme la prunelle, comme le carmin des lèvres du gourmand, écrit le romancier qui aide par sa plume à faire entrer Brillat-Savarin dans la postérité. Méprisé par Baudelaire, ce buveur solitaire connu pour avoir le vin triste et qui n'aime guère l'esprit grand bourgeois de l'auteur de la Physiologie du goût, le livre fait pourtant le tour du monde et se voit traduit dans la plupart des langues. Admiratif, Roland Barthes écrira du fin gastronome qu'il désire le mot comme il désire des truffes. Le sémiologue se passionne pour cette quasi-pulsion de Brillat-Savarin pour le verbe aussi bien que pour le bien manger, et il l'assimile à une forme d'appétence érotique. Il est vrai que des 7 péchés capitaux, luxure et gourmandise, sont peut-être les moins éloignés, les plus humains aussi. Brillat-Savarin lui avait depuis longtemps choisi son vice, et il décida de le transcender en vertu, en un art de vivre qui porte presque en lui une forme de sagesse. Depuis François Vatel, maître d'hôtel de Nicolas Fouquet, ou encore Antonin Carême, le cuisinier de Talleyrand, beaucoup de personnages ont gagné leur lettre de noblesse en dédiant leur vie à l'art de la table. Mais peu encore y avaient consacré d'aussi bonnes pages que Brillat-Savarin.
Sa physiologie du goût est d'autant plus précieuse que plus on avance dans cette lecture et plus l'on regrette de ne pas avoir connu son auteur, au moins le temps d'un repas. Longtemps après sa mort, les gastronomes continuent à lui rendre hommage. En 1845, les frères Julien, 2 pâtissiers parisiens, rebaptisent leur brioche imbibée de kirsch et garnie de crème pâtissière et de fruits le Savarin. Dans les années 1930, à Paris toujours, c'est au tour d'un fromager de renommer un onctueux fromage triple crème, le Brillat Savarin, qui évoque bien la gourmandise de celui dont il porte le nom et qu'on aime toujours savourer, il faut bien l'avouer. Et en 2010, lorsque l'UNESCO décida d'inscrire le repas gastronomique des Français au patrimoine immatériel de l'humanité, son nombre ne devait pas être bien loin. D'aucuns diront, comme Baudelaire, qu'il est futile ou indécent que le centre d'intérêt de la vie d'un homme soit d'abord le contenu de son assiette ou de son verre. Toutefois, il ne s'agit pas que de cela, car la gastronomie dépasse le simple fait de se nourrir. Brillat Savarin en fait une philosophie et a encouragé d'autres à le suivre, à aimer la vie, à cultiver les nobles valeurs d'altruisme et d'amitié. Il faut donc le regarder pour ce qu'il est, un fils du lointain XVIIIe siècle dont l'esprit humaniste est éclairé, jaillit à chacune de ses pages. Et beaucoup l'ont suivi depuis. Le tout premier conquis, tant par le personnage que par son propos, ne fut ni Barthes ni Balzac, mais bien un critique littéraire anonyme qui, découvrant par hasard la physiologie du goût quelque temps après sa parution, partage en ces termes l'émotion profonde que lui avait procurée cette lecture. Accourez, aimable gourmand, un savant universel va vous enseigner l'art de vivre. Venez écouter le professeur, apprenez à bien dîner. Dîner, c'est tout. Le reste n'est qu'un trop long entr'acte d'une représentation toujours trop courte. Dîner, c'est le but des actions humaines. C'est pour dîner que les hommes travaillent en tous sens. C'est pour dîner que le restaurateur s'expose aux tempêtes, que le soldat brave la mort, que le courtisan agite l'encensoir, que le tartuffe nous prêche l'abstinence. Je me suis souvent demandé, qu'est-ce que la vie ? La vie, imbécile, c'est le dîner. Europe 1, historiquement vôtre. Jean-Robert Pitt, merci d'être toujours avec nous sur Europe 1. En évoquant la figure de Brillat Savarin, on parle aujourd'hui de gastronomie. Quelle est l'histoire de ce mot et quelle définition Brillat Savarin en donne-t-il ? Alors, le mot est un mot récent, enfin très ancien puisqu'il est grec d'origine, ça veut dire la législation de l'estomac, et c'est le titre d'un ouvrage perdu d'un certain Archestrate, un cuisinier qui vivait un peu après Périclès, et le livre est perdu, mais on a quelques extraits de ce livre qui ont été publiés ensuite dans les De Hypnosophistes, et qui racontent la qualité d'un certain nombre de mets et de plats qu'on trouvait en Méditerranée, donc au IVe siècle avant Jésus-Christ. Le livre est perdu, mais le mot est resté dans les mémoires, et il y a un poète, qui est en même temps d'ailleurs un avocat aussi, qui s'appelle Berchoux, et qui en 1801 publie un poème en 1000 vers qui s'appelle La gastronomie. Et le mot est exhumé de son lointain passé grec, et ce poème aura un certain succès, il sera réédité tout au long du XIXe siècle, traduit aussi dans quelques langues, et c'est un peu comme la physiologie du goût de Brillat Savarin, un hymne à la bonne chère. Et c'est aussi quelqu'un qui était célibataire, qui vivait dans sa campagne profonde, entouré d'amis, et qui a passé sa vie à table, et qui a fait du dîner, comme vous venez de le rappeler, l'acte essentiel de son existence. Jean-Robert Pitt, vous publiez donc Brillat Savarin, le gastronome transcendant, aux éditions Talendier. À sa lecture, on comprend que, pour ce fin gourmet, un bon repas est un repas partagé. La gastronomie est pour lui, je vous cite, le principe consolateur et bonificateur de l'humanité. Il célèbre donc la commensalité, et pourtant, voilà cet homme qui vivra seul toute sa vie. Il vivait pas seul. Enfin, il ne s'est jamais marié. Il a eu, semble-t-il, si on en croit sa correspondance et un certain nombre de passages de la physiologie du goût, beaucoup de maîtresses, un peu partout, aussi bien à Belay qu'à Paris, que dans ses différents voyages, en particulier aux États-Unis. Mais on ne lui connaît aucune personne à laquelle il s'est attaché au point que son nom ait été transmis. En revanche, il décrit très souvent, vous avez parlé de la luxure il y a un instant, très souvent, il associe la luxure et la gourmandise qui vont de pair pour lui, et en particulier la nourriture qui est la plus aphrodisiaque pour lui, qui est la truffe. Et à l'époque, la truffe est sans doute plus abondante et moins chère qu'aujourd'hui, mais il en fait une très très grosse consommation.
à la fois pour le plaisir de son palais, mais parce que aussi ça excite tous ses autres sens. Et il recommande d'ailleurs à tout le monde d'en consommer. En tout cas, vous l'avez rappelé tout à l'heure, c'est sans doute quelqu'un qui a rarement mangé seul, ça a dû lui arriver, mais en général, il mangeait avec soit des collègues de la Cour de cassation quand il était à Paris, soit quand il passait l'automne en Bugey, il avait une gentilhommière qui existe toujours, dans laquelle la cuisine est encore dans l'état d'origine, avec même une magnifique casserole qui, semble-t-il, a appartenu à Brillat-Savarin. Et là, il reçoit constamment, comme il aime chasser et pêcher, eh bien, il cuisine ou il fait cuisiner les produits de sa chasse et de sa pêche. Les paysans des environs lui apportent des champignons en saison. Enfin, en tout cas, tout ça, c'est pour partager. C'est son plaisir à lui, et il en parle très bien, mais son plaisir est décuplé par le fait qu'il partage et qu'il parle de ce qu'il mange. Aujourd'hui, les régimes alimentaires sont très variés. Végétarien, vegan, sans gluten, cétogène. La commensalité telle que Brillat-Savarin la concevait n'est plus possible aujourd'hui. Mais si, bien sûr. Vous savez, avec un certain nombre d'amis, nous sommes parvenus, vous l'avez rappelé aussi, à faire inscrire le repas gastronomique des Français sur la liste du patrimoine immatériel de l'UNESCO. Nous avons fait très attention à ne pas parler uniquement de la haute cuisine des grands chefs, qui évidemment est essentielle, sans laquelle il n'y aurait pas de bonne chair à la française. Mais nous avons essayé de montrer que tout le monde, même lorsqu'on a peu de moyens, tout le monde peut bien cuisiner et que chaque repas, du petit déjeuner au souper, maintenant on dit le dîner, mais à l'époque de Brillat-Savarin, c'était le souper, pour le repas du soir, doit être une fête, y compris lorsqu'il s'agit de manger un œuf à la coque avec de très belles mouillettes, de très bon pain, du très bon beurre, du très bon sel. Ça ne coûte rien, mais ça doit être un acte artistique que de préparer un œuf à la coque. Et Brillat-Savarin montre cela très 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 bien. En 1825, Brillat-Savarin publie donc l'ouvrage qu'il fait entrer dans la postérité, Physiologie du goût. Pourquoi ce titre, Jean-Robert Pitt ? Alors, vous avez rappelé que Brillat-Savarin a fait des études de droit à Dijon, mais qu'il était passionné par les sciences et en particulier par la médecine. Et il a suivi beaucoup de cours de médecine sans jamais devenir médecin. Ça l'a passionné toute sa vie et il avait beaucoup d'amis médecins qui d'ailleurs ont essayé de le sauver au moment où il a attrapé cette fluxion de poitrine dans la basilique de Saint-Denis. Ils n'y sont pas parvenus. Et il a toujours lu beaucoup d'ouvrages de médecine et c'est pas la partie de la physiologie du goût, je dirais, la plus palpitante, mais il essaye d'expliquer le chemin de la bouchée depuis la bouche jusqu'à son extrémité corporelle. C'est pas absolument bouleversant parce que les connaissances de son temps n'étaient pas non plus totalement établies. Donc il y a un certain nombre de choses qui ont très mal vieilli dans cette partie de l'œuvre. Ce qui reste alors donc physiologie du goût parce que il explique ce sens qu'est le goût, avec quand même quelques passages très originaux, en particulier lorsqu'il développe l'idée qu'une des saveurs majeures, c'est ce qu'il appelle l'osmasome. Et l'osmasome, eh bien, quand on voit, alors on l'obtient en faisant bouillir des viandes jusqu'à obtenir des fonds et des fumets, et on s'aperçoit que c'est exactement ce que l'on découvrira au XXe siècle. Ce sont les Japonais qui l'ont découvert. La cinquième saveur, qui est l'umami, qui est la saveur la plus concentrée, celle qui fait vibrer les papilles qui sont sur le côté de la langue quand vous avez quelque chose de très raffiné en bouche, et en particulier une sauce faite à partir d'un fond de veau ou de volaille. Et Brillat-Savarin a découvert ça. Donc il y a dans la partie physiologique de ce livre, il y a quelques passages qui sont intéressants et originaux, mais les autres sont plutôt pesants. En revanche, dès qu'il parle de ce qu'il mange et des émotions que ça lui procure, il est éblouissant. Pourquoi est-ce qu'il a choisi de publier cet ouvrage anonymement ? C'est un mystère, ça. Alors, c'est pas un mystère. Brillat-Savarin était, n'oubliez pas, juge à la Cour de cassation, qui est le tribunal le plus important, la plus haute juridiction qui existe en France. Donc, c'est quelqu'un de très, très sérieux, qui est nommé à vie, et publier un ouvrage qui est un ouvrage désopilant par certains passages, et même un tout petit peu leste dans certaines parties. Publier cela lorsqu'on est à la Cour de cassation, c'est pas très très bien vu. Et puis alors, il y a une autre raison. Je pense que ce monsieur Sautelet, qui est son éditeur, qui est un imprimeur libraire de la place de la Bourse, n'a pas
trouvé le livre bouleversant et n'a pas dit à Brillat-Savarin « ça va faire un tabac, allons-y, on va publier 10 000 exemplaires ». Donc il l'a publié à compte d'auteur, certains disent 500, un de ses parents éloignés qui vit toujours aujourd'hui dit « j'ai la preuve que c'était 1000 exemplaires ». En tout cas, c'est très peu de choses et beaucoup d'exemplaires qui repassent parfois de l'édition originale datée 1826 mais publiée en décembre 25, qui passent dans les ventes actuellement, sont dédicacés. Alors, il ne met pas Brillat-Savarin, il dit BS, ou même rien du tout. Par exemple, il y a l'exemplaire qui est en possession de son parent éloigné, qui est un arrière-arrière petit-neveu. C'est écrit « à mon neveu Hector », point. Il n'y a même pas Brillat-Savarin. En revanche, il y a des gens qui ont deviné que c'était Brillat-Savarin, parce qu'il y a quelques critiques qui paraissent, en particulier dans le département de l'Ain, dans les journaux locaux, dans le mois de janvier, et que peut-être Brillat-Savarin a lu, et qui disent on devine que c'est Brillat-Savarin parce que il parle beaucoup du budget. Et un magistrat du budget, il n'y en a pas beaucoup à Paris. Donc, ce qui est triste, c'est que il y a un ou deux textes qu'il a sans doute lus alors qu'il était déjà malade dans les derniers jours de sa vie et qui ont dû lui faire plaisir, mais le succès viendra bien après, hélas. Jean Berpit, dans la biographie que vous consacrez à Brillat-Savarin, vous écrivez que depuis la fin de la Révolution, la bonne chère n'est plus réservée à l'aristocratie. Qu'est-ce qui favorise cela ? C'est à la fin du XVIIIe siècle, on explique que la multiplication des restaurants, c'est aussi parce que les familles aristocratiques s'étaient carabinés à l'étranger et que leur chef était les cuisiniers étaient au chômage quand les aristocrates ont émigré. Un certain nombre de cuisiniers qui, eux, n'avaient aucune raison d'être poursuivis par la vindicte des Jacobins se sont trouvés au chômage. Ça avait commencé un peu avant la Révolution et ont ouvert des restaurants. Restaurant vient de l'expression bouillon-restaurant, bouillon qui restaure les forces affaiblies par le travail. Et le premier, donc c'était sous Louis XVI, rue des Poulies, monsieur Chantoiseau, qui a créé un restaurant où il servait un plat qui était normalement impossible à servir dans une taverne. Les viandes bouillies étaient réservées aux traiteurs. Et les corporations étant en décadence à cette époque, lui a bravé l'interdit, a ouvert ce restaurant, a eu un succès. Et après, il a été imité dès avant la Révolution par les frères Provençaux, par exemple. Mais la Révolution a été une période de grand développement des restaurants autour du Palais Royal essentiellement. Pourquoi ? Parce que les députés, lors de la Constituante et puis après de la Convention, etc., n'avaient pas de fortune personnelle, mais ils avaient des émoluments pour siéger à Paris et ils n'avaient pas de maison particulière. Ils louaient des chambres ou des petits appartements, mais ils allaient au restaurant et ils vivaient bien. Même Danton ou Robespierre se tenaient très très bien à table. Donc la Révolution a été une grande période pour la gastronomie et c'est le moment où, comme dans beaucoup d'autres domaines, ce qui était l'apanage de l'aristocratie sous l'Ancien Régime bascule dans la bourgeoisie. Et le 19e siècle, c'est alors, il y a encore des aristocrates, Talleyrand en est évidemment un grand représentant, mais il y a un certain nombre de bourgeois qui sont des commerçants, par exemple, ou des hauts fonctionnaires, qui se passionnent pour la gastronomie. Brillat-Savarin n'est pas un aristocrate, il a quelques ancêtres à particules, mais c'est un bon bourgeois, possessionné, pas richement, mais enfin qui a quand même des biens dans le budget, et il fait partie de cette génération qui récupère ce qui était l'apanage de l'aristocratie, et comme vous l'avez rappelé aussi dans votre exposé tout à l'heure, des abbayes, puisque les abbayes étaient décadentes, et les abbés, qui étaient souvent des abbés qui ne résidaient que peu de temps dans l'abbaye, vivaient très 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 bien. Jean-Robert Pitt, faites-nous saliver. Quels étaient les modes culinaires du temps de Brillat-Savarin ? Alors ça, c'est un vaste sujet. Là, vous me donnez 2 heures pour en parler. Non, Brillat-Savarin avait une passion pour les rôtis. Et pour lui, un rôti n'est pas fait au four, ce qui est le cas les grands cuisiniers de son temps. Bien sûr, utilisent les fours, mais pour eux, le vrai rôti se fait à la broche. Et d'ailleurs, dans la maison de Brillat-Savarin, il y a un vaste âtre, et elle n'y est plus aujourd'hui, mais il y avait une broche, bien entendu, et il raffole des petits oiseaux.
qu'on n'a plus le droit de consommer aujourd'hui, à part les cailles, mais qui sont des cailles d'élevage. Mais à cette époque, la chasse aux petits oiseaux est autorisée. Elle a été interdite il y a peu de temps. N'oubliez pas qu'on a aussi un ancien président de la République qui raffolait des ortolans. Oui. Voilà. Et Donc, qui les mangeait sous la serviette. Qui les mangeait, ça doit se manger sous la serviette. Mais enfin, moi, quand j'étais jeune, j'ai mangé des pâtés de grives, des pâtés dans la Drôme, qui était très, très courant. On trouvait des pâtés de grives soit chez les charcutiers, soit en boîte. Et j'ai mangé à Pithiviers des pâtés d'alouette qui sont aujourd'hui interdits, strictement interdits. Mais Brillat-Savarin raffolait des oiseaux. Et il y a un autre plat, vous l'avez évoqué à propos de son passage à l'abbaye des Bernardins, qu'il aimait énormément, c'est le pâté. Le pâté n'est pas la terrine. Dire pâté en croûte est un pléonasme. Donc on doit dire ou terrine ou pâté. Le pâté, c'est un ensemble de viande et d'aromates cuits ensemble dans une pâte. Et dans sa maison de Vieux-en-Val-Romey, il y a le four à pâté, qui est comme un four à pain, mais beaucoup plus petit, et qui servait à faire la pâtisserie. Mais la pâtisserie était essentiellement salée à cette époque. C'est dans le courant du 19e siècle que s'est développée la mode de la pâtisserie sucrée. D'où le nom pâtisserie, parce D'où qu'à le nom l'origine, pâtisserie. c'est pâté. C'est le pâté, en fait, donc salé. Pâté en croûte, c'est un pléonasme. C'est un pléonasme, il ne faut pas le dire. Oui, on dit. Oui, non, ne le faites plus. Hein. Oui, mais dans l'ouvrage que vous lui consacrez, vous expliquez aussi qu'il est un pionnier des accords mai-20. Alors oui, Baudelaire a détesté le livre, et une des raisons, une des critiques qu'il fait, alors bien plus tard, Brillat-Savarin est mort depuis longtemps, c'est de dire ce monsieur ne connaît rien au vin. D'ailleurs, il n'y a qu'une petite mention qu'il cite, qui est une mention exacte d'ailleurs, mais on a l'impression que Baudelaire n'a pas lu la physiologie du goût, parce qu'il y a 50 mentions du vin dans la physiologie du goût, et toujours, c'est lui le premier qui dit, avec ce plat, c'est ce vin-là qui va bien. Avec cette poularde rôtie, c'est un vin de Pauillac qui va bien. Avec les marrons grillés, c'est le petit vin du Bugey bourru qui va très très bien. Et il y a plein d'exemples quand il est en Suisse, ou même quand il est en Bugey, où il y a les poissons du lac du Bourget, qui sont la Ferrat, le Lavaret, qui sont des poissons absolument merveilleux. Il recommande les vins blancs de sa région, à base du cépage Altesse. Donc il y a plein de passages où il recommande des vins. Il y a un moment où une marquise, chez qui il est invité, au Faubourg Saint-Germain, lui dit « Ah, monsieur le conseiller », d'un bout à l'autre de la table, « lequel préférez-vous, du Bordeaux ou du Bourgogne ?» Et il répond « Ah, madame, c'est un procès dont j'aime toujours à revoir les pièces avant de rendre mon arrêt. » Et il y a plein de choses comme ça. Mais c'est un grand amateur de vin. Et on a l'inventaire de sa cave, que je publie dans ce livre, qui est un inventaire qui montre un grand éclectisme. Il raffole aussi des vins liquoreux venus d'Espagne ou de l'Atlantique, de Madère, etc. Il recommande le Madère avec le consommé, par exemple, qui est un très très beau mariage qu'on devrait réhabiliter aujourd'hui. Mais les Français ne boivent plus de Madère et ne l'utilisent même plus dans la cuisine. Lorsque j'étais petit, le jambon sauce Madère était un grand plat des jours de fête, et ça n'existe plus aujourd'hui. Alors peut-être en Belgique. Peut-être, oui. Mais dites-moi, Brillat-Savarin a donné son nom à un fromage, le Brillat-Savarin, un fromage triple crème créé par le célèbre crémier Henri Androuet dans les années 30. Qu'écrivait-il notre gastronome à propos du fromage? C'était un amateur de fromage? Non, il en parle très très peu. Il parle du parmesan, parmesan qui est un fromage italien et qui est mis à la mode dans les bonnes tables par Talleyrand. C'est Brillat-Savarin qui le dit. Fromage récemment mis à la mode par Monsieur de Talleyrand, et en particulier avec le consommé et le Madère, et je crois que c'est quelque chose qu'on peut essayer encore aujourd'hui. Il y a peu de restaurants en France où on sert du consommé. Moi, j'en connais un qui est Voltaire, le Voltaire, qui sert du consommé soit chaud, soit en gelée, et avec un verre de Madère et un peu de parmesan râpé. C'est une merveille absolue. Près de 2 siècles après sa publication, la physiologie du goût doit-elle se trouver obligatoirement dans toute bibliothèque d'un gastronome qui se respecte? C'est une évidence absolue. Il faut lire la physiologie du goût. Moi, j'ai eu la chance de préparer ma maîtrise de géographie en 1969-70, précisément dans le Bugey, et c'est pourquoi je me suis intéressé à Brillat-Savarin très tôt, sur les vins. Je fais une maîtrise sur la géographie des vins du Jura méridional, du Bugey. Et j'ai lu la physiologie du goût à 19 ans, et j'ai été ébloui, parce que j'étais déjà un peu gourmet, un peu gourmand même. J'ai été ébloui par, non pas la partie physiologie, mais tous les passages qui concernent les repas, les recettes. Il y a une recette, par exemple, de faisan à la Sainte-Alliance, que je n'ai pas le temps de vous décrire, mais qui fait saliver. Alors, il faut désosser 2 bécasses, fourrer le faisan, qui est déjà très... c'est un faisan qui est faisandé.
donc il doit goûter par le bec. Et on le plume au dernier moment, après une semaine au moins, après avoir été chassé, et on le fourre d'un hachis de bécasse désossée, de truffes et de toutes sortes d'autres bonnes viandes. C'est une merveille totale. Rôti sur ce qu'on appelle une rôtie, c'est-à-dire une tranche de pain qu'on met sous l'oiseau et qui récupère tout le jus, évidemment. Ah là là. Vivement le dîner. Merci Jean-Robert Pitt de nous avoir accompagnés cet après-midi dans Historiquement Vôtre pour retracer la véritable histoire de Jean-Antoine Brillat-Savarin, le fin gastronome. Je rappelle l'ouvrage que vous lui consacrez, Brillat-Savarin, le gastronome transcendant, qui vient de paraître aux éditions Talendier avec, je cite quand même, une préface signée de l'académicien Éric Orsena. Merci beaucoup. Merci à vous. Historiquement Vôtre sur Europe 1 et en podcast sur europe1.fr.